Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webinaire du baromètre du lead qui va démarrer sous peu, pardon. On attend que tous les participants arrivent. Vous êtes très nombreux à être inscrits à ce webinaire qui va parler de lead évidemment. Pour ce webinaire. Vous disposerez d'un lien pour télécharger le fameux baromètre du lead, la nouvelle édition, l'édition 2022 de ce beau document réalisé par CPA. On va démarrer tout de suite. Tout le monde voit mon écran. J'ai l'honneur, en tout cas, pour présenter ce webinaire, j'ai l'honneur d'accueillir nos excellents speakers qui sont tous adhérents du CPA et qui sont tous membres du collège lead du CPA. On va commencer par Léa Labesse. Léa qui est directrice Lead Generation chez Time One Group. Bonjour Léa. Bonjour à tous. On poursuit avec Benoît Trottin, qui est Head of Lead chez Quanco. Bonjour Benoît. On continue avec Lionel Bianco, directeur commercial chez Manageo. Bonjour à toutes et à tous. Et moi-même, donc Axel Luix, je suis directeur du développement de la cellule data chez Infopro Digital. On a la chance de recevoir deux prestigieux. Chacun vont faire un retour d'expérience sur leur stratégie d'acquisition B2C et B2B. D'abord, Franck Chenet, qui est groupe directeur chez Antalis. Bonjour. Bonjour à tous. Et également Vincent Houm, qui est Head of Digital Acquisition chez l'Olivier l'Assurance. Bonjour Vincent, qui nous entend et qui va arriver très vite. Ouais, merci. Super. Le programme, voici un petit peu un programme que nous avons concocté pour vous, un programme qui est orienté stratégie d'acquisition, d'accord. Justement, ce programme va s'appuyer sur tout ce qu'on a reporté dans le fameux baromètre du lead B2C et B2B. Donc nous, notre parti pris, c'est de présenter un programme qui s'appuie justement sur les analyses du baromètre. Alors, d'abord, effectivement, juste quelques secondes pour présenter le CPA. Tous les acteurs que vous voyez sur votre écran prestigieux sont membres du CPA et ont réuni leurs forces pour comprendre le marché, l'évangéliser, le réguler et évidemment transmettre les bonnes pratiques. Il y a 100 sociétés adhérentes et ces 100 sociétés, nous sommes réunis en collège. Il y a 7 collèges parmi les 7 juridiques et le collège lead. Aujourd'hui, c'est bien le collège lead qui a le plaisir de vous présenter ce baromètre. Notre collège lead regroupe 20 sociétés expertes du lead B2C, du lead B2B. Et nous tous, on a travaillé sur ce livrable, sur ce baromètre. On a réuni nos intelligences en toute modestie on a réuni nos intelligences et notre savoir-faire pour nous adresser, grâce à ce baromètre, on va l'adresser aux annonceurs et aux agences. Alors, pourquoi le baromètre du lead ? Le baromètre, en fait, depuis 3 ans, on donne les grandes tendances sectorielles des marchés B2C et B2B. Et il nous est important, si vous voulez, de livrer ces tendances, de livrer ces bonnes pratiques aux agences prescriptrices, évidemment,
Et ce webinaire va au plus tôt fait tous les chiffres. Ce webinaire a pour but de réussir avec vous les campagnes d'acquisition lead B2C et B2B. Et de réussite d'une... en fait, voilà, un point juridique nous semble essentiel pour commencer parce que la législation bouge et nous, acteurs du digital, nous adaptons pour faire en sorte de générer des leads avec les bonnes pratiques en conformité avec la CNIL. Et c'est notre ami Benoît qui va nous faire le plaisir d'aborder un point CNIL. Ouais, très bien. Et ensuite, sur les 5. Bonjour à toutes et à tous. Désolé, j'ai pas dit bonjour tout à l'heure parce que j'avais certaines perturbations Internet. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Axel, tu peux me confirmer? Oui, on t'entend bien. Parfaitement. Ok, super, merci beaucoup. Alors oui, l'année dernière, sur le dernier baromètre, on avait parlé notamment de la nouvelle réglementation de la CNIL qui a été déployée au 1er avril 2021. Donc pour rappel, cette nouvelle réglementation vient du RGPD et de la directive e-privacy et la CNIL a décidé sur le marché français de l'appliquer à sa façon, à savoir que tout simplement, l'internaute peut accepter ou refuser des cookies sur n'importe quel site où il va. Alors pour info, et une interprétation qui a été donnée, c'est si l'internaute ne donne pas de choix par rapport au consentement, eh bien, ça vaut comme refus de déposer des cookies. Alors, pourquoi on voulait revenir dessus? Pour nous, c'était très important parce qu'en tant qu'acteur de collecte ou en tant qu'annonceur ou même en tant que tierce, nous avons tous le même cadre légal dans la collecte de leads. Donc, on y voit un peu plus clair depuis l'année dernière. Alors, pour rappel, la mise en œuvre, si vous voulez, de cette nouvelle réglementation, c'est notamment la mise en place d'une consent box. Donc, sur chaque site, qu'on soit acteur de collecte de leads ou annonceur, il faut laisser le choix à l'internaute, soit d'accepter, de refuser ou de paramétrer les cookies. Et pour information, l'ensemble de ces informations vont notamment être répertoriées dans ce qu'on appelle une CMP. Donc une CMP, c'est une Consent Management Platform. Donc pour info, on y voit vraiment plus clair. L'internaute peut donner son choix et qu'on soit annonceur ou acteur de collecte de leads, il faut garder ce choix dans une CMP. Alors, on va passer à la slide suivante, puisque maintenant, on a, si vous voulez, un an de recul presque par rapport à la mise en place. Alors, quels sont les résultats et les impacts? Alors, on peut voir que selon la CMP Acceptio, le taux de consentement des internautes en moyenne sur tous les sites, donc via l'enquête, c'est entre 50 et 70%. Ce qu'on peut remarquer aussi comme tendance, c'est que la plupart des annonceurs qui ont besoin de tracking pour mesurer les conversions, afin de se protéger par rapport à la nouvelle réglementation, ils n'hésitent pas, si vous voulez, à conditionner de façon massive les trackers tierces et désactiver les trackers. Donc, en fait, si vous voulez, pour tous les acteurs de collecte et pour tous les tiers qui mettent en place des solutions de tracking, il y a une perte de visibilité en termes de transformation des leads. Et donc, ce qui fait que naturellement, on a aussi une baisse de la rentabilité. Donc, en soi, si vous voulez, on a un vrai impact de la mise en place de la CNIL. Alors, nous, forcément, en tant qu'acteur du lead et en tant qu'expert au niveau du CPA, et vous le verrez notamment dans les recommandations dans le baromètre, on donne des recommandations. Voilà. Quand vous êtes annonceur et que vous collectez du lead et que vous souhaitez vraiment ne pas perdre cette traçabilité au niveau des cookies, on vous conseille d'héberger vos landing pages chez vos prestataires de collecte. Comme ça, ce sont les prestataires qui vont englober toute la partie CNIL et qui vont devoir se conformer à la réglementation. Alors, on vous propose aussi d'adapter vos solutions de tracking. C'est-à-dire que maintenant, il existe d'autres solutions de tracking. Alors, la mesure d'audience est encore débattue par la CNIL, mais on peut aussi proposer une mise en place technique qui s'appelle le serveur-to-serveur et qui serait en fait une mesure on va dire un tracking sans cookies, si vous voulez. Alors, côté éditeur, si vous êtes un acteur de collecte et que vous posez vos trackers sur le site de l'annonceur et que les trackers sont désactivés quand l'internaute refuse les cookies, le premier conseil qu'on vous donne, c'est demander les chiffres back-office client pour essayer de comparer les résultats qui sont réalisés. Voilà. Alors, on y voit un peu plus clair et je pense que chaque année, un peu le run qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer justement d'analyser encore plus les impacts de la CNIL sur la collecte de leads. Je crois qu'Axel a un problème de connexion. Je vais peut-être prendre la main. Effectivement, là, on va vous présenter les 5 clés de réussite sur la partie lead B2C. Et je vais introduire
Axel, si tu es là, si tu peux passer la slide, sur les objectifs. Finalement, en amont de la collecte de leads, il va falloir se poser plusieurs questions. La première question, elle est simple, elle est basique, mais elle est essentielle, c'est quel est mon but? Pourquoi je souhaite collecter des leads? Est-ce que je vais faire de l'embasement emailing? Est-ce que je veux améliorer ma notoriété? Est-ce que je souhaite faire de la prospection commerciale? Finalement, première question basique. La deuxième question, ça va être une question qui pour moi est vraiment essentielle et presque la plus importante, c'est quelles sont mes ressources pour traiter ces leads? Quelles sont mes ressources humaines? Est-ce que j'ai un plateau téléphonique de 150 téléconseillers pour traiter mes leads téléphone? Est-ce que j'ai uniquement 3 vendeurs chevronnés? Sur la partie technologique, est-ce que j'ai un CRM qui va me permettre de recevoir en temps réel les leads et de suivre leur traitement? Est-ce que j'ai des cycles de relance qui sont optimisés? Est-ce que j'adapte mon discours en fonction de la provenance du lead? Et enfin, finalement, quel est mon budget pour collecter les leads, mais pas seulement, quel est également mon budget pour traiter ces leads? La troisième question, elle est basique. C'est quelles sont mes cibles principales et mes cibles secondaires? Je ne vais pas vous apprendre à faire un persona. Hein, je pense qu'on est tous amènes ici de faire le travail. Mais finalement, cette question-là, elle va me permettre de définir les attentes de ma cible, ses craintes et du coup d'adapter mon message. Je vais choisir quel argument je mets en face, quel argument je mets en avant sur mon message. Et enfin, la dernière question, le dernier point, c'est comment je fixe mon modèle économique et mon tarif. On est sur un modèle de collecte de leads. Généralement, on est sur du CPL. Mais pour fixer mon CPL, je vais me poser plusieurs questions. Et la majorité des annonceurs oublient un élément principal qui est l'élément du marché. C'est-à-dire qu'ils prennent leur panier moyen, leur taux de transformation, la marge qu'ils veulent effectuer, mais sans le prix du marché, finalement, je vais avoir du mal à collecter si je suis 3 € moins cher que tous mes concurrents. Je ne vais pas pouvoir diffuser en emailing, je ne vais pas pouvoir être pertinent sur du social ads, etc. Donc, ce marché, finalement, cette clé marché, elle est déterminante. Donc, finalement, en face de chaque objectif et de chaque ciblage, je vais mettre en place un mix marketing spécifique et un message approprié. Et pour pouvoir collecter ces leads, je vais mettre en place un support qui va être efficace. Et là, je vais laisser Benoît vous présenter les clés d'une landing page. Exactement. Merci Léa pour cette belle passe décisive. En effet, voilà, vous avez vos objectifs. Maintenant, il va falloir désigner une belle landing page pour convertir. Vous avez deux choix. Soit vous avez votre landing page sur le site annonceur et donc vous essayez de l'optimiser avec de l'UX ou alors essayer de faire des tunnels simplifiés, des A/B tests, etc. Ou alors, vous pouvez créer des landing pages externes de collecte. Donc, ça veut dire une landing page qui est dédiée et qui sera non pas sur votre site, mais qui sera hébergée soit par un prestataire externe ou vous pouvez aussi l'héberger sur un autre domaine. Alors, quand vous faites une landing page externe, les conseils qu'on peut vous donner sont assez basiques, mais il faut quand même le répéter. Il faut une landing page mono-message avec un CPA impactant. Les champs à collecter, vous pouvez en mettre beaucoup si vous voulez qualifier le lead, ou vous pouvez en mettre peu si vous ne voulez avoir un lead plutôt simplifié. C'est juste après le tarif qui va changer. Il faut que la landing page soit responsive, mobile, mais aussi adaptative à tous les écrans. Et puis, pour augmenter la conversion, alors il y a un parti pris du CPA qui est d'indiquer que le pré-remplissage, il faut le mettre en place et que vous êtes RGPD compliant quand vous mettez en place le pré-remplissage. Alors, au niveau de la mise en place technique, on y revient un petit peu. Il faut savoir que quand vous êtes vous avez votre propre LP client, ce qu'on va vous conseiller, c'est de dédier un sous-domaine qui va permettre le dépôt des cookies, en first party notamment, et qui permettra de diffuser à travers les adblockers, mais aussi d'anticiper les nouvelles règles des cookies tiers et de la suppression des cookies tiers par les navigateurs comme Google. Si vous avez une LP externe, on va vous proposer de l'héberger chez le tierce, on en a déjà parlé. Le plus important, et puis ce sera pareil que sur la partie B2B, c'est que si vous collectez sur une landing page externe, on va vous proposer de mettre en place un web service. Comme ça, les leads arrivent directement dans votre PRM et vous pouvez les traiter instantanément. Et donc, je vais faire une nouvelle passe décisive à Léa sur la clé numéro 3. Vous allez voir que là, les landing pages sont prêtes. Et donc, il va falloir activer le mix marketing de collecte. Et donc, c'est très important. À toi, Léa.
Effectivement, merci Benoît. Oui, maintenant qu'on a nos objectifs et nos supports, on met en place mon mix marketing. Et finalement, l'objectif, ça va être de pouvoir mixer des leviers de branding à des leviers de performance. Et pourquoi c'est important de mixer les deux? Ça va me permettre d'optimiser mon CAC, mon coût d'acquisition, et d'optimiser mon ICPL. Donc, finalement, sur les leviers purement performance, on est capable de mettre en place plusieurs choses. Donc, Benoît en a parlé, des landing pages spécifiques côté client, un renvoi de trafic sur le site directement, mais on met en place également pourquoi pas des supports tiers. Et finalement, ces supports tiers, c'est quoi? Ça va être de la marque blanche, des sites affinitaires, des comparateurs, des émulateurs, etc. Et en fait, ces leviers et ces supports qui ne sont pas au nom de la marque, pourquoi ils sont importants? Ils sont importants parce qu'ils vont me permettre d'ouvrir mon audience. Et finalement, ouvrir mon audience à des personnes qui ne sont pas directement affinitaires à ma marque. Et ce mix-là, avec des leviers propriétaires, des supports tiers, ça va me permettre d'élargir au maximum ma diffusion tout en conservant mon coût d'acquisition maîtrisé. Et ça, c'est important. Ensuite, la dernière question qu'on va se poser finalement, et là c'est la slide d'après, Axel, ça va être de décider si je fais moi-même en tant qu'annonceur en direct ma collecte de leads ou est-ce que je délègue une partie en agence et en plateforme. Et là, on va avoir des avantages et des inconvénients pour chacun. Sur la partie directe finalement, le vrai avantage, ça va être de ne pas avoir de commission, de ne pas avoir de commission supplémentaires, les commissions plateformes. Axel, je pense que tu peux afficher la partie directe directement. Je ne suis pas bien le plan, mais tout va bien. Cependant, sur la partie directe, on va avoir une mise en place très lourde. Pourquoi très lourde? Parce que je vais devoir contractualiser avec chacun de mes éditeurs, mettre en place la partie technique, web service, tag de landing page, tag de mes sites, avec chacun des partenaires également. La facturation, j'en parle pas. Et finalement, le fait de passer par une agence ou une plateforme, ça va nous permettre, en plus de bénéficier de son expertise sur les leviers, sur les CPL du marché et bénéficier de son réseau éditeur, ça va être un lien unique. Et ce lien unique, il va faciliter ma gestion finalement. Donc là, on a fait le tour, c'est-à-dire qu'on a nos supports, nos objectifs, mon mix marketing où je vais commencer à collecter des leads. Et comment je les collecte au mieux? Et là, je vais passer la main à Vincent Houm, qui est Head of Digital Acquisition chez Olivier Assurance, qui va nous expliquer comment il fait, comment il transforme au mieux ses leads. Vincent, c'est à toi. Merci Léa. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, j'ai l'impression. Alors, je suis ravi de pouvoir intervenir sur cette partie cruciale qui est la gestion omnicanal au service de la conversion. Et je commencerai par dire que pour obtenir une meilleure conversion, il faut finalement bien segmenter ses leads au maximum pour avoir un niveau de granularité le plus fin possible. Et ça passe d'abord par des relances marketing classiques, du retargeting, du SMS, de l'email, et ça à différentes échéances. Cette échéance, elle doit être adaptée en fonction de la nature du lead, c'est-à-dire de quelle source elle vient. Donc, est-ce que c'est un lead qu'on a obtenu via des canaux payants, pardon, via l'organique, via le social media ou via une campagne télé qu'on a lancée récemment, parce que le prospect n'aura pas la même intention en fait en fonction du canal choisi, mais également de la chaleur du prospect. Et pour définir la chaleur du prospect, vous avez plein d'infos en fait qui sont dans votre formulaire. Par exemple, pour l'assurance, ça va être la date d'effet. Donc, quand est-ce que la personne souhaite activer son assurance auto? Ou pour l'IMO, par exemple, la date de projet de l'IMO qui vous permettra en fait de définir la chaleur du prospect. Chez l'Olivier, on a tenté d'adapter en fait notre communication et nos relances marketing en ce sens. C'est-à-dire que les leads obtenus plutôt en bas de funnel, donc le SEO, le SIA, l'accès direct et l'affiliation, et les prospects les plus chauds, donc avec des dates d'effet proches, sont relancés plus fréquemment et de manière beaucoup plus soutenue par mail, par SMS que d'autres leads. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur la partie repos. Axel, tu peux passer. Yes. Donc, Research Online, Purchase Offline. Donc, c'est les personnes qui vont faire des devis en ligne, mais qui vont préférer du coup finaliser au téléphone. Et aujourd'hui, ça représente chez l'Olivier à peu près la moitié en fait de nos ventes
tous les mois. Ce qu'on fait, c'est qu'on va réconcilier de manière hebdomadaire et le plus fréquemment possible toutes les ventes téléphoniques qui sont faites en matchant du coup avec le canal initial qui est ouvert en fait le devis. L'objectif étant d'identifier en fait les canaux convertissant le mieux au téléphone et pour finalement réussir à les scorer derrière. Ce scoring, du coup, il va être primordial. Axel, tu peux encore cliquer, s'il te plaît. Merci. Ce scoring, il va être primordial pour nos conseillers et pour la conversion, puisqu'on va par la suite adapter en fait notre outbound en fonction de ce score, c'est-à-dire sa chance de convertir au téléphone, mais aussi en croisant cette donnée avec l'autonomie du prospect, c'est-à-dire sa chance de convertir tout seul sur le web, puisque notre objectif final en fait va être d'obtenir une meilleure conversion globale en prenant en compte tous ces aspects. Eh ben, merci beaucoup, Vincent. C'est toujours intéressant de pouvoir mettre en exergue en fait des stratégies d'acquisition de leads et de pouvoir laisser la parole à un expert comme toi qui va pouvoir nous dire tout simplement en fait comment on convertit un lead. Parce qu'aujourd'hui, un vrai sujet sur le marché du lead, c'est OK, un annonceur, on lui génère beaucoup de leads par beaucoup de sources. Le plus important, c'est de savoir comment le traiter, adapter sa communication en fonction des canaux et surtout essayer de valoriser les meilleurs canaux pour y adapter un traitement, on va dire, le plus efficace possible. Et donc, c'est ce que tu viens de nous présenter. Donc, merci encore d'avoir mis en exergue ton expérience sur ce sujet. Alors, on va finir la partie B2C avec, voilà, la clé numéro 5, c'est essayer de suivre les tendances. Alors, déjà, on va voir que le premier point, il y a beaucoup d'annonceurs de services qui collectent avant tout du lead. Et l'une des premières choses qu'on est en train de voir de plus en plus, c'est que beaucoup d'annonceurs qui collectaient à la base au lead essayent de passer sur des modèles un peu hybrides CPL avec un contrôle au CPA, si vous voulez. Donc, et beaucoup d'activations de plus en plus dit de levier buteur. Donc ça, c'est intéressant. Et vous le verrez dans le baromètre, il y a beaucoup d'annonceurs qui en parlent. À la base, ils collectent uniquement au CPL et maintenant, ils passent sur plutôt des modèles au CPA avec l'analyse des taux de souscription, de contractualisation, etc., etc. Le point numéro 2, et comme l'a très, très bien dit Léa, on a une forte diversification des canaux de collecte. Là où à l'époque, des annonceurs étaient plus sur une activation monolevier SIA, maintenant, on est de plus en plus sur du SIA, sur l'affiliation, des comparateurs, de l'affluence, du social, tout ça. Donc, gardez-le en tête. On va dire, agrandissez votre mix marketing digital de collecte et appuyez-vous sur tous les acteurs de collecte du lead qui font aussi partie du CPA. Voilà, vous aurez une expertise très forte là-dessus. Le point numéro 3, c'est que pour améliorer les conversions, on a de plus en plus une hyper personnalisation des supports. Donc, il y a beaucoup en fait d'acteurs de collecte de leads qui vont envoyer du trafic et qui vont essayer de créer une continuité entre leur support et la landing page client. Et ça, c'est important parce que si on perd pas l'internaute entre le support de collecte et la landing page client, eh ben, on va augmenter naturellement le taux de conversion. Donc ça, c'est aussi l'hyper personnalisation est un gros sujet donc des prochains mois à venir. Dernier point, avant-dernier point, suivez les tendances. Il y a beaucoup d'annonceurs qui commencent qui ont leur propre call center et qui n'hésitent pas à déléguer une partie de leurs collègues sur des call centers externes qui vont briefer, si vous voulez. Donc, essayez, tentez cette partie-là. Vous pouvez déléguer cette partie par de la collecte externe et ça, c'est aussi une tendance qui est très importante. Le dernier point qu'on voulait mettre en avant, c'est plus dédié aux annonceurs. N'hésitez pas à faire des opérations co-brandées. Alors, une opération co-brandée, c'est quoi? C'est je suis un annonceur qui communique sur le déménagement pour vendre un contrat d'énergie. Eh ben, vous pourrez peut-être faire une opération de collecte de leads main dans la main avec un autre annonceur qui a le même instant de vie autour du déménagement, par exemple comme l'Olivier Assurance, qui propose des contrats d'assurance habitation et qui va aussi communiquer au moment du déménagement comme peut le faire un acteur de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est un peu les nouvelles tendances. Il y en a que vous connaissiez, il y en a peut-être des nouvelles. Voilà, suivez-les. C'est un conseil sur la partie collecte B2C. Là, c'est super intéressant. Donc voilà pour cette partie. Encore merci à Léa et à Vincent pour vos interventions respectives sur la partie B2C. Puis maintenant, je pense qu'on va parler un peu de B2B sur les professionnels. Donc, on va laisser la main notamment à Lionel et Axel qui vont nous présenter les 5 clés de réussite en lead B2B. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Ravi de faire partie de ce webinaire. Merci Léa, merci Benoît, merci Vincent pour ces précisions et ces clés de réussite sur la partie B2C. On va vous parler, nous, de la partie B2B. Clairement, il y a des points communs qu'on va retrouver, mais il y a également des spécificités parce que
il y a des fortes spécificités entre le B2B et le B2C. Et l'idée, c'est de pouvoir vous indiquer les points clés qui nous semblent ici importants au CPA et au sein de nos différentes structures. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous a paru important de définir finalement ce qu'était un lead et surtout de différencier un lead MQL versus un lead SQL. Marketing Qualified Leads versus Sales Qualified Lead. On est d'un côté sur des leads qui vont être initiés par de la production de contenu, de l'inbound, du livre blanc, du téléchargement de documents, et avec des leads qui vont être travaillés, je dirais, par les services marketing, si on devait un petit peu schématiser. Et ensuite, on a également la notion de Sales Qualified Leads, qui sont des leads qui arrivent à maturité et qui vont être transmis derrière aux équipes sales pour pouvoir justement rentrer dans des opportunités d'achat, générer des devis, etc. Et c'est extrêmement important de bien différencier ces deux types de leads, car des erreurs qu'on peut constater, c'est transmettre des leads MQL trop tôt à la force de vente, et on a, je dirais, on le reverra tout à l'heure dans une slide, des taux de transformation qui sont plus bas. Une fois qu'on a précisé donc cette première définition, ce que je vous propose, c'est le sommaire des 5 clés qu'on va aborder ici. Donc, on a, si vous voulez, abordé 5 grands points que l'on va détailler. Le premier, c'est évidemment la data, qui est un élément fondamental, point de départ de l'ensemble de nos campagnes de génération lead B2B. Derrière, l'activation de cette data via des dispositifs digitaux, évidemment en omnicanal et de manière intelligente et innovante. Ensuite, l'engagement des contacts dans des process de lead-nurturing. Et là, on reboucle avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire amener des leads à maturité, MQL, SQL, mais il existe des tas d'autres nomenclatures, je dirais. Ensuite, l'optimisation des traitements des leads, c'est un point qui nous semble important, via des flux d'injection dans CRM, on va y revenir. Et enfin, les différents KPI pour être toujours dans une logique d'excellence et d'optimisation de l'ensemble des campagnes qu'on peut mettre en place. Donc, l'étape numéro 1, la partie data, data ciblage, clairement, combo performant. Ce qu'on préconisera au sein du CPA, au sein de Manageo, c'est vraiment de travailler sur une data exhaustive de manière à pouvoir avoir un maximum d'informations sur les entreprises, sur les décideurs que nous allons cibler, mais également de la data avec une forte profondeur pour pouvoir justement aller chercher je dirais, des éléments innovants et pouvoir justement utiliser cette data dans le cadre des ciblages. Si on vient sur les ciblages, qui est la partie suivante, aujourd'hui, segmenter uniquement sur des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise, des zones géographiques, ça ne suffit plus. Évidemment, il faut le faire, c'est un point de départ, etc. Mais il y a des tas d'autres éléments qui doivent vous permettre de pouvoir justement optimiser vos campagnes. On est dans des tendances assez lourdes qui sont dans des tendances de ciblage, d'hyper-ciblage même, envoyer moins mais envoyer mieux, de manière à pouvoir justement obtenir le meilleur segment d'audience pour targeter la meilleure cible. Quelque chose qu'on a pour habitude de faire et qui nous semble assez intéressant, c'est de partir finalement de votre base de données client, de la base de données client de l'annonceur, de l'analyser, de la faire parler et de manière à faire sortir des profils types, des segments, des clusters, même si on ne dit plus trop ça, il ne faut pas trop dire ça en ce moment, mais pour justement pouvoir déterminer des profils types et derrière élargir cette audience sur une base de données de prospection et de pouvoir justement avoir la base de données prospect la plus proche de celle de notre segmentation client pour pouvoir justement être en mesure d'avoir le meilleur ROI possible. Coupler ça avec des scores d'appétence, ça c'est extrêmement important. Et coupler ceci avec des scores de réactivité digitale, si on est sur de l'activation évidemment omnicanal digital, ce sont des choses qui sont également extrêmement importantes. Et tout ceci pour arriver in fine sur le troisième point qui est donc la personnalisation. On l'a évoqué tout à l'heure, Benoît en parlait sur la partie B2C. On est également là-dessus sur la partie B2B. Et plutôt que de parler de personnalisation, c'est également parler de contextualisation finalement
de vraiment raconter une histoire à un prospect en fonction des différents critères que l'on aura pu avoir. Donc voilà des éléments clés sur la partie data et ciblage. Axel, je ne sais pas si tu avais des éléments complémentaires à rajouter sur l'importance de cette data, alors qu'il y avait quelques petits soucis de connexion. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Oui, j'ai des petits soucis. J'espère que tout le monde m'entend. On t'entend parfaitement, Axel. Oui. Est-ce que tu m'entends, Lionel? Parfaitement. Tu peux, vas-y. Ah, ok, très bien. Autant pour moi. Oui, j'ai eu des petits soucis. Oui, sur la data, effectivement, en gros, hein, c'est le carburant pour nous, acteurs du B2B, c'est un carburant essentiel. Tout part de la data et effectivement, c'est avec cette data, si possible first party, hein, qu'on va pouvoir cibler et personnaliser, en tout cas adresser le bon message le plus efficacement possible avec les meilleurs rendements. On va passer à la slide. Oui, donc une fois qu'on a ciblé, je dirais, les bonnes entreprises, les bons décideurs, l'idée, c'est vraiment de passer dans un dispositif omnicanal. Avant, quand on a démarré dans le passé, on était vraiment sur du monocanal, voire du multicanal avec des campagnes en silo. Et aujourd'hui, on n'est clairement plus dans cette démarche. C'est vraiment l'internaute qui décide comment il souhaite communiquer avec la marque, comment il souhaite communiquer avec l'annonceur, avec différents leviers qui vont être clairement de l'emailing, de la programmatique, des réseaux sociaux, du SEO, SEO, peu importe, pour pouvoir justement alimenter le programme de lead-nurturing et derrière suivre un vrai programme de lead management avec nos prospects. Il existe donc des tas de solutions innovantes, extrêmement intelligentes. Je pense également à des solutions qu'on va avoir chez nous d'identification de visiteurs de sites et de retargeting derrière, des sociétés comme Visibly par exemple, qui permettent justement de capter des contacts et de pouvoir justement les retargeter de manière intelligente. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là, dans l'omnicanal, et dans le tracking de chacune de ces opérations et le fait de faire cohabiter, je dirais, ces différentes solutions. Évidemment, pour chaque levier, des messages, des supports adaptés. La question qu'évoquait Léa tout à l'heure sur la partie B2C s'adresse également à la partie B2B. Est-ce qu'on doit internaliser, externaliser ce type de solution? Ben moi, j'ai envie de dire les deux. C'est important de pouvoir gérer en interne une partie du pilotage de ces leviers, mais le faire également en externe, ça permet de pouvoir également se benchmarker, de pouvoir être moins dépendant de solutions internes, d'avoir différents prestataires. Ça permet également je dirais, de ne pas être dépendant d'un seul prestataire et de pouvoir assurer un flux continu de trafic, de leads dans une logique de performance de campagne. Le télémarketing que vous voyez qui demeure un levier extrêmement également important en B2B, lorsqu'il est couplé à de l'activation digitale, ça permet d'avoir des leads très qualifiés avec une certaine profondeur et c'est un constat qu'on peut faire sur la partie B2B, pardonnez-moi. Axel, tu veux peut-être faire un focus sur un ou deux leviers par rapport à ces éléments? Non, pas forcément. Alors, tu dois avoir un petit souci de connexion, donc pas de souci. On va continuer à avancer. Donc voilà, là, ce qu'on voulait vous indiquer, c'était vraiment de bien retenir, je dirais, le côté omnicanal et interaction entre ces canaux. Une fois qu'on a donc cette data, cette activation, le but, c'est de la faire entrer dans des logiques de programme de lead nurturing. Et là, on reboucle avec ce qu'on s'est dit en début de présentation. Le but, c'est d'amener des prospects à maturité, de mesurer le ROI, je dirais, sur finalement des durées suffisamment longues, car on va avoir du ROI immédiat sur certains leads, les SQL, hein, clairement, avec des projets assez chauds, mais ensuite, une logique de nurturing avec des messages adaptés, des leviers adaptés pour justement transformer les prospects tièdes en prospects chauds et derrière, évidemment, en vente, en devis, en vente, si on devait amener là-dessus. On a quelques insights qu'on voulait vous partager par rapport à ça.
93% des entreprises constatent une hausse de leur conversion avec la mise en place de process personnalisés et une augmentation de mémoire de près de 47% de chiffre d'affaires pour celles qui ont mis en place une stratégie de lead nurturing. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'on recommande. Avoir des leads, c'est évidemment la clé. Et derrière, les travailler tout au long d'un process qui peut être internalisé ou externalisé, d'un process de lead nurturing, c'est quelque chose qui nous semble fondamental. Il existe des tas d'outils là-dessus. Un des leaders s'appelle HubSpot. Bon, après, voilà, l'idée, c'est de se dire, les leads qu'on transmet, il faut être en mesure de pouvoir continuer à les travailler dans le temps jusqu'à, je dirais, les clôturer. Le point suivant concerne, si vous voulez, 2 points. Il nous semble fondamental en B2B d'avoir un très bon alignement entre le sales et le marketing. Aujourd'hui, on entend encore trop de campagnes qui sont pilotées en silo. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir c'est extrêmement important d'avoir un pilotage double entre, d'un côté, la partie marketing digital qui va amener toute la partie génération de leads et derrière la partie commerciale pour savoir connaître le devenir de ces leads. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir un alignement là-dessus, d'avoir un maximum d'informations là-dessus. Nous, on adore avoir des clients qui vont nous indiquer le taux de devis généré sur des leads transmis. Ça permet d'optimiser derrière les campagnes, etc. Donc ça nécessite non seulement une transparence avec l'annonceur, évidemment, mais également une communication assez forte entre les différents services au sein de la structure. Et donc, l'alignement sales and marketing nous semble aujourd'hui extrêmement important. De la même manière, générer des leads en omnicanal, certes, on le préconise, mais ça veut dire que ça complexifie également le type de lead que vous allez recevoir. Et donc, c'est important que les sales sachent quel type de leads ont été faits et comment ils ont été faits. Est-ce que je les ai générés via du référencement naturel? Est-ce que je les ai faits via une campagne email avec tel support mis en avant, via une bannière? L'accroche va être différente derrière vis-à-vis des clients et ça passe forcément par un alignement sales and marketing. Le deuxième point, c'est l'automatisation du flux de transmission des leads. Et là, ça fait écho à quoi? Ça fait clairement écho à des sujets de mise en place de web services et d'injection automatique de leads dans des CRM. Ça fait également écho à un traitement très rapide des leads par les forces de vente. Une statistique nous indiquait que un lead recontacté dans les 24 heures avait un taux de conversion supérieur de 30%. Et la deuxième statistique qu'on voulait partager avec vous, c'était que globalement, 35 à 50% des ventes signées par une entreprise sont faites avec le premier fournisseur, je dirais, le premier échange avec le fournisseur, d'où l'importance d'être le premier lorsqu'on va échanger, que ce soit via du lead multiple, via des comparateurs, via des places de marché, ou même sur du lead dit exclusif, puisque même quand on fait des campagnes de lead exclusif, il ne faut pas perdre de vue qu'un prospect qui a un projet, il risque quand même de comparer également avec d'autres prestataires, etc. Donc, c'est très, très important d'être réactif et l'automatisation du flux de la transmission des leads et le bon traitement derrière nous semble un point très important au sein du CPA en B2B. Axel, je te laisse me faire signe si tu as un retour de connexion. En message et on va terminer sur la cinquième clé qui nous semble très importante, c'est évidemment la mise en place de KPI. Clairement, là, ce qu'on veut vous dire, donc les KPI, vous savez tous, vous mesurez tous les différents KPI. Si on va jusqu'au bout de la slide, on va voir tout ça. Là, le point d'attention qu'on voulait vous indiquer, c'était les KPI, ils doivent être faits à différents niveaux, aussi bien dès le départ sur la partie ciblage, à savoir le potentiel marché. Est-ce que lorsque j'ai fait mon segment d'audience, c'est un segment que je vais pouvoir derrière dupliquer, optimiser de manière à avoir un certain volume de leads de vente, parce que parfois des micro-ciblages qui vont vous générer de leads, in fine, ça ne va pas nous amener très très loin. Derrière, évidemment, les KPI sur l'activation digitale, reach, ouverture, réactivité, clic, bon, tout ça, vous connaissez très bien. Et également, ensuite, le traitement commercial. C'est en lien avec ce qu'on disait précédemment sur l'alignement sales et marketing, c'est-à-dire suivre
le taux de joignabilité des contacts, le nombre d'opportunités de devis générées, etc. Ça, ce sont des points qui nous semblent extrêmement importants parce que c'est en analysant ces éléments-là de ne pas regarder finalement uniquement combien j'ai fait de leads, combien j'ai fait de ventes. Il y a des tas d'étapes au milieu qu'il faut être en mesure de suivre pour pouvoir derrière optimiser l'ensemble du process de génération de leads, de la data ciblage à l'activation multicanal au traitement des leads. Voilà, si vous voulez, les points clés qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui sur la partie B2B. Et on est très heureux donc d'accueillir Franck Chenet, groupe directeur communication et autres chez Antalis, qui va nous donner son retour d'expérience sur la data B2B et le traitement des leads. Franck, je te laisse prendre la parole. Merci Lionel, ravi d'être parmi vous pour aborder le côté B2B. Alors même si la frontière, au vu des slides qui ont été présentés entre le B2C et le B2B est de plus en plus fine, hein, je pense qu'on a aussi des audiences et des cibles qui sont de fait dans un comportement B2B, mais parfois un esprit B2C. Bon, fin du débat entre les deux. Un mot peut-être pour contextualiser mon témoignage sur Antalis. Donc, Antalis est le leader mondial du papier, de l'emballage et de la communication visuelle pour les professionnels. Dans le contexte de lead et de multicanal, je précise qu'on a 30 pays, donc ça veut dire des cultures différentes, des maturités différentes également, auxquelles on doit naturellement s'adapter, et un chiffre d'affaires monde de 2 milliards d'euros. Alors, les réflexions que la présentation du baromètre me provoque sont diverses. Alors déjà, sur l'agencement du process de lead chez Antalis, comment ça se passe? Alors déjà, nous, on a évolué en termes d'approche de lead et de la construction d'une campagne parce que ce qui était peut-être il y a 5-6 ans plutôt un process spontané du style il faut clôturer le trimestre, lançons des campagnes, est devenu une approche beaucoup plus en mode projet, beaucoup plus mature, avec aussi une croissance des process digitaux. S'adapter également, comme tu le disais Lionel, aussi au canal de communication préféré de la cible. Et on a surtout intégré cette dynamique vraiment de customer journey. Donc, nous, on est sur un environnement Oracle, avec Eloqua notamment. On travaille nos campagnes de génération de leads aussi bien en interne qu'en externe. Si je prends 4-5 bullet points pour appuyer certains de vos témoignages, vient à l'esprit déjà le rôle du persona. Très clairement, c'est un élément clé. On adapte vraiment la campagne au persona, ce qui nous permet non seulement de personnaliser, mais également de contextualiser. Le timing, la partie ciblage est là encore très importante. C'est seulement la deuxième étape pour nous. Le premier, c'est vraiment de travailler la cohérence entre le marketing et le commercial, où là, on travaille la pertinence du message, du contenu. Je pense que le contenu dans une génération de leads, encore plus en B2B, c'est vraiment c'est l'arme gagnante qui va nous permettre justement de booster les résultats, d'optimiser cette préférence, comme tu le disais Lionel, du premier fournisseur qui répond. Et je pense que la réactivité, là, pour le coup, est importante. Donc, je reviens plutôt à cette notion d'hyper-ciblage. Je pense que les prospects sont de plus en plus exigeants dans l'approche et je pense qu'on est sur un schéma de qualité versus quantité. Le scoring est important, c'est quelque chose qui, là encore, était mal fait chez nous précédemment. Le scoring, on l'a vraiment lié avec cette gestion du contenu. Donc, on alterne aussi bien ce qu'on appelle du snack content dans la relance du processus de scoring à également du contenu plus premium, parce que je pense que c'est pour nous, en tant que distributeur, une vraie manière de nous différencier par rapport à l'abondance des messages qui sont envoyés sur toutes nos cibles de clients qui sont très variées, puisqu'on passe de l'imprimeur au designer, à l'acheteur d'emballage, etc. Donc tout ça pour dire que pour nous, il y a deux éléments de réussite. Il y a tout part de la data, effectivement,
mais également de la qualité du contenu. Je pense que ce qui marchait peut-être dans le passé sur un petit message, la petite offre promotionnelle, aujourd'hui, il y a une telle inflation de contenu, d'offres, qu'il faut vraiment adapter au contexte. Après, j'ai retenu aussi le point de timing de transfert à la force de vente. Je pense que nous, on a, y compris, même si on le fait en externe, parfois on rajoute une dernière étape de qualification en interne via un call center qu'on a pour justement s'assurer de la pertinence du premier contact. Parce que c'est là où vraiment, même s'il y a eu de contenu de manière un peu passive qui a été partagé en amont, je pense que ce premier contact, c'est le bon vieux adage de la première impression, on ne peut pas se planter. Et je crois que la barre est de plus en plus haute parce que l'accès au temps, l'accès à la pertinence du message, etc., on a une vraie inflation. On court tous après le temps. Et je pense que, notamment les 2 dernières années avec la pandémie, a obligé à approcher le processus de relance, de scoring de manière beaucoup plus fine parce que environnement perturbé, home office, etc. D'où l'importance, encore une fois, de bien avoir un binôme sales et marketing qui travaille main dans la main. Bon, après, Vincent dire que la crédibilité, elle n'est pas tant dans l'outil et dans le process de nurturing, c'est encore une fois le message et la réponse à pain points et de la compréhension du persona. Et puis, je finis par préciser que le travail en amont pour identifier un prestataire, il se fait vraiment pas sur les outils qu'ils vont déployer, mais surtout une bonne connaissance. Il faut prendre le temps d'impliquer son prestataire dans son contexte marché. Sinon, on passe à une relation d'un prestataire qui va passer à 9h un rendez-vous en Thalys, à 10h autre part, et essayer d'avoir quelque chose de transverse. Je pense qu'un prestataire, nous de lead, c'était le cas pour Manageo en l'occurrence, on est vraiment sur une relation où il faut d'abord comprendre le marché, les leviers de nos personas qu'on travaille nous en amont, et surtout, on fait toujours un post-mortem. Je pense que les KPI, c'est bien, ça rassure les financiers et le budget marketing. Je pense qu'il y a aussi un post-mortem qualitatif qui doit être fait pour justement impliquer même éventuellement des prospects qui sont ouverts par rapport au processus de scoring pour justement valider l'approche, le message et en tirer des axes d'amélioration. Voilà. Donc ça, c'était l'intro. La suite, c'est merci Franck. C'est toujours avoir un témoignage de qualité de la sorte, c'est vraiment super. Et puis ça a mis en exergue surtout ce que disait Lionel, donc avec ce côté très approche B2B. Merci beaucoup Franck. Tu voulais ajouter des choses ou c'est bon pour toi? Non, je pense que je vois le temps qui court et je pense que c'est plutôt un écho réel de mise en pratique. Je pense qu'il y a de très bons intervenants en termes d'accompagnement. On est sur des agences crédibles et des prestats de qualité. Je pense qu'il faut accepter de bien travailler ces best practices et les transformer, les adapter à son contexte marché. Je pense que c'est ça la réussite gagnant-gagnant avec un prestataire de génération de lead. Voilà. Merci Franck. Parfait. Du coup, on va passer à la conclusion. Alors, rapidement, pour nous, la conclusion, et ce que vous retrouverez aussi dans ce baromètre à télécharger, c'est, voilà, les conclusions sont les suivantes. Acteurs de collecte, annonceurs B2C, B2B, définissez vos objectifs, suivez une méthode et on espère qu'aujourd'hui, on vous a donné certaines clés qui vont vous permettre de réussir. Misez surtout sur la data cœur de cible pour avoir une bonne collecte via de multiples canaux. Testez, optimisez les leviers et les supports. Si vous voyez qu'il y a des supports qui ne convertissent pas, des leviers qui ne sont pas bons, ayez une vision à la fois globale du coût d'acquisition, mais n'hésitez pas à tester et à optimiser. Alignez, et c'est ce que disait Franck, mais aussi Vincent, alignez les équipes marketing et sales. Il ne faut pas scinder les équipes au sein de votre entreprise ou alors scinder les supports de collecte avec le traitement qui est fait derrière. C'est très important. Je pense que c'est l'une des clés principales de ce baromètre. Et enfin, mesurer. Voilà. Alors, on sait qu'avec les nouvelles réglementations CNIL, c'est difficile de mesurer. On perd un peu en visibilité et en lisibilité, mais mesurez de A à Z votre stratégie d'acquisition et n'hésitez pas à vous faire accompagner par les experts du lead. Alors, juste en termes d'ouverture avant de passer aux questions,
On va redonner la parole rapidement à Vincent et à Franck. Honneur à toi, Vincent. Est-ce que tu peux nous donner en une phrase, voilà, pour toi, la tendance 2022 sur la partie collecte de leads sur le B2C? Yes, merci pour cet honneur, Benoît. Pour moi, il n'y a pas de révolution en 2022. J'ai pas de vérité absolue en fait qui serait valable en fait pour vos marchés, votre secteur qui est propre du coup à votre écosystème. Mais je vois deux scénarios. Le premier, c'est vous êtes sur un marché qui est plutôt sur une tendance baissière en termes de volume de leads. Et du coup, vous avez suffisamment de bande passante côté vente pour rappeler tous vos leads. Mais ces Français, du coup, vont aller chercher la facilité en se tournant vers des acteurs en fait qui offrent l'expérience client la plus fluide. Et dans ce cas-là, en fait, ce que je vous recommande, c'est de travailler davantage de votre UX pour soulever les points de friction et pour finalement arriver à construire un parcours omnicanal du coup sans couture. L'inverse, c'est vous êtes sur un marché où il y a toujours autant de leads, voire de plus en plus, et donc vous avez des difficultés du coup à tous les rappeler et à les prioriser parce que bah, les Français vont de plus en plus comparer, faire attention en fait à leur portefeuille, comparer sur les sites de comparaison comme on peut connaître sur le voyage ou l'assurance, mais aussi directement en comparant, en faisant plusieurs devis sur plusieurs sites à la fois. Et dans ce cas-là, il vous faut scorer, comme on disait précédemment, pour prioriser. Et là, ce que je vous recommande, et c'est ce qu'on fait chez l'Olivier, c'est qu'il faut vous rapprocher de vos data, vos départements data, pour travailler avec vos data analystes, pour récupérer la donnée de manière en temps réel, pour pouvoir l'exploiter, la scorer, mais aussi travailler avec vos data scientists pour estimer la réelle conversion et incrémentalité de vos prospects. Merci Vincent, parfait, et merci pour cette annonce de tendance. Je fais la passe décisive pour Franck, du coup, qui nous donnera les tendances 2022 à tes yeux pour la partie B2B. Écoute, passe reçue, ballon, je vais essayer de marquer un bon essai. Non, moi je vais rester dans la trame de mon témoignage. Je pense qu'il y a deux sujets qui sont un gage de réussite en B2B, encore plus dans un modèle un business model qui évolue. Je pense qu'il faut qu'on surfe sur l'agilité entre les canaux. On voit clairement, encore une fois, sur les 2 dernières années, on saute d'un canal à l'autre, du digital, du téléphone, et je crois qu'il faut vraiment privilégier l'écoute et s'adapter. Il ne faut pas décréter en amont, c'est une campagne strictement digitale, etc. Je crois qu'on s'enferme trop facilement sur les opportunités qu'on laisse derrière après. Et j'insiste aussi sur le contenu. Encore plus en B2B, le contenu, ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut le faire de manière qualitative, différenciante, fréquemment rafraîchie. Et on l'a vu, nous, sur des campagnes un peu passe-partout versus les campagnes où on met la barre beaucoup plus haut. Le delta de réponse est très important. On aura moins de quantité, mais sur la durée, en termes de cycle de vie du client, clairement, c'est très discriminant. Et le contenu est vraiment une arme de différenciation très forte par rapport aux concurrents. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci Franck, super. Merci à toutes et à tous. Je vais juste, avant de pouvoir répondre aux questions, parce que on a vu que notre baromètre et notre présentation a permis d'avoir pas mal de questions, donc on va y répondre. Je laisse juste un petit mot à François Deltour, qui est le président du CPA, pour donner ce petit mot de la fin. Vas-y François. Le petit mot de la fin. Bonjour à tous. D'abord, je voulais féliciter et remercier chacun des intervenants, avec un spécial dédicace à Vincent et à Franck. C'est vraiment intéressant de vous entendre contribuer et raconter vos expériences. Le deuxième point, c'est comme vous voyez, là, il y a, sur cette slide, il y a un lien de téléchargement pour télécharger ce baromètre. Vous y trouverez plein d'informations et en plus, c'est gratuit. Donc, allez-y. Le troisième point que je voulais souligner, pour ceux qui ne sont pas encore membres du CPA, comme vous pouvez le constater, on fait un bon travail. On a des groupes très actifs et on essaie de travailler ensemble et de développer des meilleures pratiques et des bonnes pratiques. Donc, rejoignez-nous. On espère, on est en train de réfléchir, on est en train de mettre en place un collège annonceur
avec cette idée de comment on fait mieux ensemble, c'est quand même ça l'objectif, comment on est plus performant, comment on rend meilleur service à nos clients et puis à vos futurs clients. On a besoin de vous et on va bien travailler ensemble. Et puis en particulier, encore une fois, à l'égard de tous les annonceurs qui sont ici aujourd'hui, travailler avec des pros, donc travailler avec les membres du CPA, j'ai que ça à dire. Voilà. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions. Ouais, on va prendre la première. Benoît, merci François. Ouais, voilà, je vais prendre le relais. Je vais passer la parole à Léa qui va répondre à la première question. Léa, je te laisse reciter la question. On y va? Oui, merci Benoît. Effectivement, on a une question de Sophie. Et la question, c'est est-ce qu'il est aisé pour une plateforme d'affiliation de traquer un double modèle économique pour une même campagne? Par exemple, une campagne CPC plus CPA, ou bien est-ce qu'il est préférable que l'annonceur utilise une balise Google Analytics pour la partie CPA? Alors, je vais parler un peu au nom de la majorité des plateformes d'affiliation. Nous sommes dotés d'outils technologiques qui soient créés en interne ou qui soient des outils marchés. Et finalement, c'est notre rôle. C'est notre rôle en tant que plateforme d'affiliation d'effectuer des trackings qui peuvent être très poussés dans les modèles économiques. Après, rien n'empêche, bien au contraire, de double traquer pour pouvoir s'assurer que tout se passe bien. Mais du coup, Sophie, oui, on sait le faire et il n'y a pas de problème. Voilà pour la première question. Ensuite, il y a une question pour Lionel, du coup, posée par Thomas. Lionel, je te passe la main. Oui, alors quelle est la différence entre le growth hacking et Manageo? Écoutez, la frontière est parfois un peu proche. Je vais dire qu'on est dans des activités d'acquisition, de génération de leads, donc de génération de croissance. Donc on est dans la frontière, elle est limite. Ce que je dirais, c'est que le growth hacking est souvent associé à des startups, à des petites structures. Nous, on va également proposer des solutions à tout type de structures et d'accompagnement. Et enfin, je dirais, on est sur la mise en place de solutions qui va permettre d'apporter une croissance maîtrisée, mesurée. Hein, vous avez bien noté la notion de KPI, etc. Donc voilà, si je devais un petit peu donner quelques éléments de légère différence, ça serait dans ce sens-là. Merci Lionel. Question maintenant qui s'oriente vers Vincent sur la partie quels sont les leviers qualitatifs du haut de funnel sur les assurances? Merci pour la question Thomas. Il n'y a pas forcément de bonne réponse à cette question. Je pense qu'il faut tester avant tout. Chez l'Olivier, on teste pas mal de canaux et de funnel, le social media, la programmatique, du display en gré à gré, parfois de l'habillage aussi sur des gros sites type Le Bon Coin, La Centrale, qu'on active de manière ponctuelle. Ce qu'il faut retenir, je pense, avant tout, c'est que le haut de funnel n'est pas censé générer de la performance. Mais si on veut y arriver, il faut créer des synergies entre votre haut et le bas de funnel et déstyloter en fait vos gestions de campagne entre le haut et le bas via des mécaniques de retargeting, de scénario, ce genre de choses. Voilà. Sinon, ce qui marche bien en haut de funnel qu'on a pu tester récemment, c'est des mécaniques de code promo, par exemple, où on va toucher des personnes qui sont peut-être un peu moins intentionnistes, mais avec un bonus supplémentaire. Donc, avec un code promo, ça peut peut-être parfois déclencher un lead. Deuxième question pour toi, Vincent. Merci pour la première réponse. Question de Cédric. Est-ce que tu traques donc la source des appels téléphoniques? Du coup, si oui, comment? Ouais, en fait, il y a plusieurs méthodes pour traquer la source des appels téléphoniques. La première qui est de passer par des prestataires externes, qui consiste à générer un numéro unique en fait pour chaque appel, qui permet du coup de faire remonter la source par numéro. Nous, on passe par Google Analytics. Google Analytics pose un ID unique en fait à chaque internaute et on va le faire remonter dans notre CRM. Et donc à partir de là, on connaît la source par devis généré. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape sur laquelle on est en train de travailler avec les équipes de Google, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Measurement Protocol, qui permet de faire redescendre cette fois-ci les ventes téléphoniques sur Google Analytics, ce qui permet d'avoir une vision un peu 360 de ce qu'on génère en repos.
Ok, merci Vincent. On va laisser encore quelques secondes si vous avez des questions, puisque là on est arrivé à la fin de la présentation en termes de timing. Donc avant tout, vous m'entendez toujours? Oui, ok, pardon. Alors, ce que je voulais vous dire, et au nom de toutes les personnes qui ont réalisé donc ce webinaire, merci beaucoup à toutes et à tous. On n'a pas assez entendu Axel aujourd'hui parce qu'il a des problèmes techniques, mais on pense fort à toi puisque tu as été prépondérant dans la création de cette présentation et on te remercie. On remercie aussi les deux annonceurs, donc Franck et Vincent. Vous avez réussi à mettre en exergue, si vous voulez, l'ensemble des analyses qui sont présents dans le book et on ne peut que être ravi que vous ayez été là pour mettre en valeur ce dont on a parlé. Et puis, merci aussi à Léa, Lionel, François, Noëlla et Céline. Et n'oubliez pas, comme le disait François, et on a remis le lien dans le chat, n'hésitez pas à télécharger le baromètre du lead et faites appel aux experts du lead pour vos collectes. Vous verrez, ça fait la différence. Voilà. Merci à toi, Benoît, aussi. Ouais, merci beaucoup. Voilà, je pense que pour toutes celles et ceux qui ont suivi à la fois le premier baromètre et le deuxième baromètre, on vous remercie d'avoir passé votre matinée main dans la main avec le CPA. Et puis pour toutes celles et ceux qui ont fait le baromètre du lead, merci beaucoup pour votre attention. Et on vous dit, apparemment, il y a une dernière question. J'étais en pleine conclusion. Je ne sais pas, je ne la vois pas. Autant pour moi. Alors, une question d'Ipsa Merci. qui dit « En B2B, avoir une stratégie de contenu est indispensable. Quels sont les meilleurs supports pour communiquer? On a beaucoup parlé du livre blanc, mais y a-t-il de nouveaux supports plus innovants ?» Oui, alors nous, on fait un mix d'infographie, de livres blancs, de ce que j'appelle des snack content, où on implique davantage le rôle de la vidéo en termes de témoignages clients, partenaires. Je pense que tout ce qui va se rapprocher, encore une fois, c'est une progression. Donc, c'est le persona. Après, on regarde le format, on regarde le timing, on regarde le bon canal. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à tester. Bien souvent, B2B, on se rapproche peut-être trop souvent de LinkedIn comme canal social media, par exemple, privilégié. Nous, on essaye d'avoir un mix équilibré entre la plateforme e-commerce, un lien vers un expert, par exemple, si c'est en lien avec un produit technique ou une offre de service. Je crois qu'il faut varier les opportunités de contact de manière à ne pas tomber dans la facilité du code promo ou du livre blanc qui passe un peu partout. Et je me permets, et tester, hein, tu l'as dit, Franck, ne pas hésiter à tester pour justement, en fonction de son segment, de son persona, avoir le meilleur résultat. Ce qui est vrai, je termine là-dessus, c'est que là, il n'y a plus de débat B2C, B2B. Les prospects, les clients ont de moins en moins de temps à lire. Alors, nous, on le voit, que ce soit à l'écrit ou même une vidéo, le delta de 2 minutes et 1 minute 30, c'est déjà une grande différence. En revanche, et on le teste actuellement sur une campagne de livre blanc extrêmement qualitatif sur le packaging où il y a 24 pages, on a une très bonne réponse parce que là, pour le coup, on revient à mes propos précédents. Plus c'est pointu, plus c'est précis, plus c'est contextualisé, que ce soit 10, 24, 30, 50 pages, quelqu'un y trouvera son compte. Et je pense que c'est la capacité d'extraire un point pertinent qui va faire mouche par rapport au persona qui est ciblé, qui là donnera un gage de réussite. Donc, ce n'est pas la longueur du contenu, etc. On reste toujours au contexte et à la pertinence. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Je laisse quand même encore quelques secondes pour savoir s'il y a encore des questions. Il y a une question, Benoît, de Marine Clément qui s'adresse à Vincent. Et Marine demande, Vincent, quid de la légalité de Google Analytics? Allez-vous passer sous une autre solution de mesure d'audience? Ouais, effectivement, la CNIL a mis en demeure Google Analytics en février dernier. Donc il y a pas mal d'acteurs qui se posent la question en ce moment même. Il n'y a pas forcément de réponse. Je pense que ça dépend en fait de comment vous utilisez Google Analytics et quel type de données vous remontez sur cette plateforme-là. Donc cette partie est dans les mains de nos DPO en ce moment même. Et oui, on est en discussion avec d'autres acteurs du marché
type AT Internet. Merci Vincent, en espérant que Marine, ça ait répondu à ta question. Ok, on attend encore quelques instants sur l'onglet questions. Ok, je pense qu'on est bon du coup. Je pense. On est bon. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous et passez une excellente journée et n'oubliez pas de télécharger le baromètre du lead. Merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Bye, au revoir, à tous. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.